Tout juste midi à Alger, c'est l'heure de votre bulletin complet de l'information sur Al24 News. À la une de l'actualité. Les militaires auteurs du coup d'État au Niger coupent les ponts avec la France. 5 accords de coopération militaire sont annulés. Dans une tribune publiée sur le Washington Post, le président nigérien retenu en otage, Mohamed Bazoum, déclare que le coup d'État aura des conséquences dévastatrices sur toute la région. En Libye, le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach lève la force majeure sur ses activités au bassin d'Ordames. 2 autres majors, à savoir Eni et BP, ont également annoncé la même mesure. Et puis les déboires judiciaires de Donald Trump sous la loupe de ce Midi Info. L'ex-président républicain face au juge dans une nouvelle affaire liée aux élections de 2020. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie célèbre la journée nationale de l'armée nationale populaire, coïncidant avec le 4 août de chaque année pour rendre hommage à l'un des piliers de la nation algérienne et à ses efforts pour la préservation de la sécurité nationale. Cette journée instituée par le président Abdelmadjid Tebboune a pour but de valoriser le rôle stratégique et prépondérant de l'ANP au niveau national, régional, mais aussi international, comme une armée pacifique issue des entrailles du peuple algérien, défendant ardemment l'Algérie contre toute menace extérieure. Ouvrons à présent notre dossier consacré à la situation au Niger, 3e et dernier jour de réunion pour les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à Abuja, capitale du Nigeria, sur fond de crise au Niger. Les discussions autour des sanctions et solutions envisagées prennent fin ce vendredi au moment où le scénario d'une intervention militaire semble de plus en plus inenvisageable. Une délégation de la CEDEAO censée rencontrer les chefs de file des auteurs du coup d'État au Niger a quitté le pays sans que cette rencontre ne puisse avoir lieu. Et les militaires à la tête du coup d'État au Niger ont annoncé hier avoir procédé à l'annulation d'une série d'accords de coopération militaire avec la France. Ils sont au nombre de 5 et ont été signés entre 1977 et 2020. La France, qui pour rappel compte entre 1000 et 1500 soldats déployés au Niger. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité. Dans une déclaration, plutôt une tribune publiée au Washington Post, le président nigérien retenu en otage par les militaires putschistes, Mohamed Bazoum, a déclaré que le coup d'État aura des répercussions et des conséquences dévastatrices sur l'ensemble de la région du Sahel, mais également sur le monde entier. La capitale du pays, Niamey, a été hier le théâtre d'une manifestation refusant toute ingérence étrangère. Plusieurs centaines de personnes qui se sont regroupées au niveau de la place de la Concertation ont exprimé leur opinion quant à la situation politique qui prévaut au pays. Je vous propose d'écouter à ce sujet Abdelkarim Mahamadou, journaliste indépendant et correspondant de la radio algérienne Afriqiya FM. Il était avec nous depuis Niamey. La journée de ce jeudi 3 août 2023, coïncidant avec le 63e anniversaire de l'indépendance du Niger, a été marquée notamment par plusieurs manifestations, aussi bien à Niamey que dans le reste des autres régions du pays.
Dans la capitale, justement, des milliers de citoyens sont sortis de tous les coins de la capitale, Niamey, pour converger vers la place de la Concertation, où les leaders du M62 ont donné un meeting de soutien aux militaires au pouvoir. Ils ont scandé des slogans hostiles à la France et à la CEDEAO qui n'excluent pas une intervention militaire pour libérer le président de Chine, Mohamed Bazoum, et le rétablir dans ses fonctions. Beaucoup de Nigériens aujourd'hui, au vu des menaces de la CEDEAO et de l'intransigeance justement du président nigérien Bola Ahmed Tinubu, beaucoup redoutent une intervention militaire dans les jours à venir. Les jours à venir sont très, très difficiles, seront très difficiles. C'est une période d'incertitude qui s'ouvre sur le Niger. En Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Dbeiba, a pris la parole pour réaffirmer la légitimité du gouvernement d'Union nationale. Dbeiba a déclaré qu'il est le gouvernement de tous les Libyens, quelles que soient leurs orientations politiques. À ceux qui tentent de jouer en prolongeant la phase de transition avec pour but la déstabilisation du pays et de mettre en échec les élections, à ceux-là nous disons, il n'y aura pas de nouvelle phase de transition, ni de gouvernement parallèle, un seul chemin, un seul objectif, les élections. Et à la faveur d'un communiqué de la compagnie libyenne National Oil Corporation, le groupe énergétique algérien Sonatrach annonce lever l'état de force majeure dans le bassin d'Urdames. La NOC a reçu une notification du géant algérien des hydrocarbures pour les blocs 65, 96 et 95, idem pour les groupes énergétiques italiens Eni et BP, qui déclarent officiellement la levée de la force majeure et la reprise de leurs activités d'exploration dans 3 régions du pays. En décembre, pour rappel, la NOC avait appelé les sociétés étrangères avec lesquelles des accords d'exploration et de production de pétrole et de gaz ont été signés à lever la force majeure en invoquant de leur côté, arguant d'une amélioration de la situation sécuritaire. Au Maroc, le chômage bat des records jamais atteints au pays. Selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat au plan marocain, l'inactivité professionnelle enregistre une hausse de 12,4% au deuxième trimestre 2023, ce qui porte le nombre de demandeurs d'emploi à 1,5 million de personnes. Le pays reste très fortement impacté par la crise socio-économique qui le secoue à la suite de la détérioration de l'ensemble de ses indicateurs macroéconomiques et à leur tête l'explosion de la dette extérieure du pays. Proche-Orient, Palestine occupée, il ne se passe plus un jour sans qu'un martyr palestinien ne tombe sous les balles sionistes. Ce vendredi matin, le jeune Mahmoud Abou Sa'an, 18 ans, a été assassiné par les balles des forces de l'occupation sioniste lors d'une incursion dans les camps de Tulkarm. Le jeune martyr a été ciblé à bout portant à la tête avant d'être transféré à l'hôpital où il a malheureusement rendu l'âme. L'actualité au Moyen-Orient également, les forces navales iraniennes ont lancé depuis mercredi des exercices militaires de grande ampleur dans les eaux du sud du pays. Des exercices visant à montrer l'autorité et les préparations à la défense au combat de la marine pour protéger la sécurité du golfe Persique et des îles iraniennes. Téhéran a également déployé des navires de surface sans pilote dotés d'intelligence artificielle ainsi que des avions de guerre, des hélicoptères et des drones aériens. Dans le dossier ukrainien, le ministre de la Défense russe Sergueï Shoïgu se rend une nouvelle fois sur le front en Ukraine pour inspecter les forces russes. Selon un communiqué du ministère de la Défense, Shoïgu s'est rendu au quartier général de première ligne du groupe d'armes Centre engagé dans les combats en Ukraine, où il a remercié les officiers et les troupes pour avoir mené des opérations réussies près de Liman. La visite de Shoïgu intervient quelques jours après celle effectuée sur la ligne de front également par le général Valery Gerasimov, chef d'état-major général.
Et l'utilisation des drones par les deux parties engagées dans ce conflit devient de plus en plus fréquente, notamment ces dernières heures, après plusieurs attaques signalées sur Kiev et les environs de Moscou. Jusqu'où peut aller l'utilisation des drones dans ce conflit? Élément de réponse avec Safwan Ben Sabri. Désormais au 524e jour du conflit en Ukraine, ce dernier est en train de prendre une nouvelle tournure. L'utilisation des drones des deux côtés est devenue une norme. Sur cette image, on aperçoit les derniers instants d'un soldat ukrainien éliminé par un drone suicide russe alors que celui-ci faisait un vol piqué vers son char. Mais la portée des drones ne se limite pas au champ de bataille. La capitale russe est elle aussi la cible d'attaques. Moscou a été touché en plein cœur de son quartier d'affaires. Une ligne psychologique franchie par Kiev, le conflit s'exporte désormais sur le territoire de la Russie, alors que les civils russes étaient pendant longtemps épargnés par les conséquences de la guerre. Le gouvernement ukrainien a annoncé ce jeudi que la défense antiaérienne a neutralisé une quinzaine de drones lancés vers la capitale ukrainienne, précisant qu'il s'agissait d'engins de fabrication iranienne, un appareil largement répandu sur le champ de bataille. Le ministère de la Défense russe a de son côté affirmé avoir abattu 6 drones dans la région de Kalouga, à environ 180 km de Moscou, sur fond d'attaques répétées sur le territoire national. La Russie a précisé que ces drones étaient de passage dans la région, laissant entendre que la ville n'était pas la cible des attaques. Dans les environs de Zaporizhia, environ 1700 soldats ukrainiens s'entraînent au maniement de drones, dorénavant au cœur du conflit. Nous l'évoquions tantôt en titre, aux États-Unis, la saga Donald Trump face à la justice américaine se poursuit toujours. L'ex-président américain a comparu hier devant une cour fédérale américaine dans l'affaire de sa tentative supposée d'influencer le cours de l'élection présidentielle de 2020 à la suite de l'invasion de ses partisans du US Capitol. Donald Trump a plaidé jeudi à Washington non coupable de complot contre les institutions américaines, et ce 2 jours après avoir été inculpé pour ses tentatives d'inverser justement les résultats de la présidentielle. Et puis un mot d'économie en Espagne, la production industrielle du pays est repartie à la baisse en juin, et ce en raison d'un fort recul de l'activité dans le secteur minier et dans l'industrie du cuir, selon l'Institut national de la statistique. D'après les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de l'INE, la production a reculé de 1% sur un mois après avoir chuté de 2,1% en avril, puis rebondi de 0,5% au mois de mai dernier. Économie toujours, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux de 0,25 points de pourcentage jeudi. Il s'agit de la 14e hausse consécutive qui les porte à un sommet depuis début 2008 à 5,25%. Raison invoquée toujours, la lutte contre l'inflation que la Banque centrale d'Angleterre prévoit plus persistante malgré son ralentissement récent. Et la Chine, pour clôturer ce journal, Pékin qui a annoncé vendredi la levée des surtaxes qui visaient depuis 2020 l'orge en provenance d'Australie. Celle-ci avait été imposée dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays. Ces taxes de 80,5% seront levées à compter de ce samedi, selon ce qu'a annoncé le ministère chinois du Commerce. C'est la fin de ce Midi Info. Excellent après-midi sur Al24 News.